m'appelle Charlotte Wilkins et je suis historienne de l'art. J'espère que chacun d'entre vous vit au mieux cette période si particulière que nous traversons actuellement. Dans cette période de confinement, les musées sont fermés. Aussi, j'avais envie de partager avec vous une explication d'une œuvre d'art qui me plaît beaucoup. Il s'agit du Printemps de Botticelli, car effectivement, le soleil est bien avec nous, même si nous sommes obligés de rester à l'intérieur. Le Printemps de Botticelli est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. C'est une œuvre qui contient beaucoup d'allégories, de symboles, de personnages qui ne sont pas évidents à déchiffrer d'un coup d'œil. Donc j'avais envie de partager avec vous quelques pistes de compréhension et d'appréciation de cette œuvre. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions dans les commentaires. Pour bien comprendre le Printemps de Botticelli, il convient d'abord de se replonger dans le contexte de l'époque, celui de la Renaissance italienne. La Renaissance est développée en Europe au cours des XVe et XVIe siècles, mais on estime qu'elle a commencé vers 1400 à Florence, en Italie. Si on voulait en donner une définition, on pourrait dire que la Renaissance consiste en la redécouverte de l'Antiquité gréco-romaine et d'une identification à ses idéaux artistiques et culturels. Parmi les grands principes, on peut notamment évoquer l'imitation de la nature et son idéalisation. D'une façon plus générale, on assiste à un engouement pour l'étude scientifique de cette nature afin de mieux la comprendre. En peinture, cela va se traduire par une recherche de la perspective et par des personnages qui se veulent de plus en plus réalistes. L'enjeu sera ensuite d'inscrire ces personnages dans un environnement tridimensionnel. La Renaissance est progressivement diffusée dans différents foyers en Italie, puis partout en Europe. Mais on peut dire que Florence était le berceau de la Renaissance et sans aucun doute l'un de ses foyers les plus innovants. La ville de Florence était dominée par une riche famille de banquiers et de marchands, les Médicis. Les Médicis étaient de grands mécènes et commandaient de nombreux tableaux, sculptures, fresques pour orner leurs palais et leurs chapelles privées. À ce titre, ils ont activement encouragé et même stimulé l'émulation artistique dans la ville de Florence au moment de la Renaissance. Dans la seconde moitié du XVe siècle, c'est Laurent le Magnifique qui était le plus influent des Médicis à Florence. C'est le principal mécène de Sandro Botticelli, l'artiste qui a peint le tableau que nous avons sous les yeux. Le vrai nom de Sandro Botticelli est Alessandro di Mariano Vanni Filippeppi. Il est né vers 1445. Le nom de Botticelli, ce qui signifie en italien « petit tonneau », est en fait plutôt un surnom, vraisemblablement dû au fait que son grand frère était marchand de produits vendus dans des tonneaux, même si on lit parfois que ce sobriquet était dû à un physique ingrat. On décela très tôt chez Sandro Botticelli un talent pour les arts décoratifs. Aussi, il n'a pas rejoint le commerce familial de son père, qui était tanneur, mais a plutôt été envoyé pour faire des études d'orfèvrerie. Vers l'âge de 18 ans, Botticelli s'en alla étudier la peinture auprès du moine carmélite Fra Filippo Lippi. De son maître, Botticelli retint un talent certain pour la représentation du mouvement, ainsi qu'un style élégant et graphique, particulièrement en ce qui concerne les figures féminines. En 1470, Sandro Botticelli était à la tête de son propre atelier, et il était l'un des artistes les plus en vue à Florence, si bien qu'il fut appelé à Rome en 1481 pour créer des fresques pour la chapelle Sixtine nouvellement construite. À cette époque, bien sûr, le célèbre Jugement dernier de Michel-Ange n'avait même pas été conçu. Il est probable que le Printemps de Botticelli, l'une des œuvres les plus acclamées de l'histoire de l'art européen, ait été réalisé aux alentours de cette date. Son sujet nous interpelle puisque son iconographie est largement inspirée de la mythologie gréco-romaine. Mais le tableau reste très mystérieux et est difficile à déchiffrer au premier regard. Il s'agit en effet d'une allégorie du printemps qui rassemble 9 personnages qui sont tous plus ou moins liés à des festivités liées au printemps. Mais avant de les regarder plus en détail, intéressons-nous d'abord à la composition, c'est-à-dire la manière dont les différents éléments sont agencés dans l'espace. La scène se déroule dans un jardin entouré d'arbres et qui empêche de voir ce qui pourrait se passer au-delà de ce jardin. Au sol, un impressionnant tapis de fleurs répond à des orangers en partie haute. Quant au personnage, on remarque que l'une des figures féminines est non seulement centrée, mais également légèrement surélevée par rapport aux autres. Ces derniers sont d'ailleurs organisés autour de cette figure centrale, même si la variété dans la direction de leurs mains et de leurs pieds crée un mouvement qui permet d'éviter la monotonie. Ce personnage central est en fait Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Mais alors même que l'on s'attendrait à voir cette déesse nue, comme le veut le plus souvent l'iconographie depuis l'Antiquité,
Vénus est ici vêtue, ce qui nous permet d'associer son image à celle de la Vierge Marie. En effet, si l'on regarde bien le réseau de feuilles stylisées qui se déploie derrière elle, on peut y voir une sorte de halo lumineux évoquant l'auréole souvent présente dans les peintures de la Vierge. Mais regardons justement plus attentivement ces feuilles. Il s'agit en fait de feuilles de myrte. Or, la myrte est un symbole d'union sexuelle. La coiffe que porte Vénus nous donne un autre indice. Il s'agit en fait de la coiffe que portaient la plupart des femmes mariées à Florence. La figure centrale du tableau rassemble donc les qualités de la déesse païenne Vénus, de la Vierge, et semble également évoquer une iconographie liée au mariage. Et malgré le mystère qui entoure encore et toujours cette œuvre, cette thématique du mariage semble être l'une des pistes les plus probables pour son interprétation. En effet, il y a fort à parier que ce soit Laurent le Magnifique qui ait commandé le printemps à Botticelli pour son cousin Lorenzo di Piero Francesco, à l'occasion du mariage de ce dernier avec Semiramide d'Appiano. Cette union aux importants enjeux politiques aurait eu lieu en 1482 à l'instigation de Laurent le Magnifique. Le tableau aurait alors été conçu pour le mariage et aurait été accroché dans la maison de ville de Lorenzo di Pier Francesco de' Medici à Florence. L'étude des inventaires nous laisse penser que le tableau aurait été accroché au-dessus d'un lettuccio, une sorte de banquette. Aussi, le bas du tableau aurait été accroché à environ 1,50 m de hauteur et se situait par ailleurs en directe proximité du lit conjugal du couple. Mais reprenons maintenant les différents personnages, en commençant par la droite. On observe le personnage de Zéphyr, une divinité symbolisant le vent de l'ouest, et une figure ailée ici dont les carnations sont bleues. Il saisit une jeune femme qui, en fait, est la nymphe Chloris. Le rapt de la nymphe Chloris par Zéphyr est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. Il résulte dans la transformation de la nymphe Chloris en la déesse des fleurs, prénommée Flore. Même si les deux personnages cohabitent dans cette composition, le lien est fait avec les fleurs qui partent du visage de Chloris pour venir envahir tout le costume de Flore. Cette dernière, qui pourrait également être une évocation de la ville de Florence, parsème des fleurs et semble être une version plus épanouie, plus mature, de la beauté juvénile de la nymphe Chloris. La sublime robe fleurie de Flore semble avoir été inspirée par une description du poète Agnolo Poliziano d'une robe portée lors d'un bal masqué. Cette robe, disait Poliziano, semblait avoir été peinte avec des roses et des fleurs et de la verdure. Et en effet, si on regarde attentivement cette robe, on voit tout le soin apporté par Sandro Botticelli au traitement de ce costume. Si l'œuvre dans son ensemble a été traitée à la détrempe, c'est-à-dire avec une peinture qui utilise du jaune d'œuf comme liant et non de l'huile, Botticelli a utilisé un mélange de poudre d'or avec de l'adhésif afin de créer un décor surélevé qui permet d'évoquer la broderie. Puis on arrive à la figure de Vénus, dont on comprend maintenant qu'elle symbolise une union certes charnelle, mais dans le cadre du mariage. Cette figure est également à envisager dans le contexte du néoplatonisme, une philosophie de la Renaissance très en vogue dans l'entourage des Médicis, qui revendiquait la suprématie de l'esprit sur la matière, mais voyait également l'amour et l'intellect comme des canaux qui devaient mener vers le divin. Pour le néoplatonisme, le mélange de sources classiques, païennes et chrétiennes permettait d'aboutir à une forme d'harmonie et de beauté idéale. Dès lors, le printemps de Botticelli peut être envisagé de droite à gauche comme une sorte de progression de l'amour charnel incarné par Zéphyr et Chloris vers un amour plus sophistiqué, aboutissant à l'amour divin. Mais regardons d'abord ce qui se passe au-dessus de Vénus. En effet, on reconnaît Amour ou Cupidon, le fils de Vénus. Son apparence potelée de bébé au ventre arrondi tranche nettement avec le canon allongé des personnages qui se situent en contrebas. Il porte un foulard qui lui couvre la vue, une référence bien sûr au fait que l'amour est aveugle, et pointe malicieusement une flèche enflammée vers l'une des trois figures féminines qui se situent sur la gauche de la composition. Ce sont là les suiveuses du cortège de Vénus, ou encore les trois grâces. Les trois grâces incarnent la chasteté, la beauté et l'amour, et illustrent parfaitement le canon de beauté de Botticelli. Ces femmes ont les cheveux dorés, la peau claire, un teint d'ivoire, et une apparence extrêmement gracieuse. Leurs mains sont jointes et forment une sorte d'arche qui répond à celle de Vénus. Les positions des mains sont extrêmement sophistiquées et les visages sont d'une extrême élégance.
On relève ici d'ailleurs l'aspect extrêmement graphique du style de Sandro Botticelli, avec les contours noirs extrêmement nets et marqués. Ce contour marqué donne d'ailleurs l'impression que les figures ont été découpées et simplement collées sur le fond, qui contraste fortement en raison de ces tons bien plus sombres. Mais afin de contrer cette planéité, Sandro Botticelli superposait de nombreuses couches de peinture fine et mélangeait d'ailleurs parfois un peu d'huile avec sa peinture à la tempera ou à la détrempe pour rendre sa peinture plus fluide. Il réussit même à créer ces impressionnants effets de transparence en créant une sous-couche de couleur ocre assez foncée, puis des touches de couleur plus claire, créant ainsi des effets translucides. Enfin, lorsqu'on observe les galons, mais aussi les bijoux des Trois Grâces, on ne peut s'empêcher de penser à la formation d'orfèvre de Sandro Botticelli. L'élégance et la sophistication est ici portée à son paroxysme. Mais l'indiscutable sensualité de ces nymphes pourrait nous questionner. Leur corps est effectivement révélé par la transparence de leurs vêtements, et leur corps correspond parfaitement au canon de beauté idéal alors en vogue à Florence. Elles ont des visages anguleux, des cous allongés, des épaules tombantes et un ventre arrondi. Leurs chevilles, quant à elles, sont d'une grande finesse. Mais les Trois Grâces n'étant pas des personnages réels, leur beauté et leur sensualité n'auraient pas été considérées comme provocantes ou choquantes, puisqu'elles n'étaient finalement qu'une expression de la beauté de Vénus elle-même. Enfin, observons le personnage de Mercure situé tout à gauche de la composition. Observons tout d'abord son attitude corporelle. Il se tient dans une position dite contrapposto, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite pliée. Cette position, qui provoque un hanchement, est directement inspirée de la statuaire grecque et romaine. Cela traduit l'engouement qui était alors en cours à Florence pour la sculpture antique. Et ceci convient bien à Mercure, en grec Hermès, qui est le messager des dieux. Il tient un caducée, une sorte de bâton entouré de 2 serpents ailés entrelacés, qui est un objet associé aux médecins et à la médecine en général. Et que fait-il avec ce caducée? Il est en fait en train de retenir les nuages qui risqueraient de venir ternir un paysage autrement parfaitement harmonieux. Il est intéressant de souligner également que Mercure est le fils de la nymphe Maia, associée au mois de mai. Et c'est là la connexion de Mercure avec la thématique autrement omniprésente dans ce tableau, à savoir la thématique du printemps. L'iconographie du printemps est d'ailleurs sans doute la mieux exprimée dans la présence de végétation stylisée, omniprésente dans le tableau. En premier lieu, tous les personnages sont debout sur un tapis de fleurs qui accueille une grande variété de plantes. Ceci rappelle d'ailleurs très fortement les tapisseries médiévales dites millefleurs qui étaient en vogue à Florence à la fin du XVe siècle. Sandro Botticelli s'est de toute évidence appliqué à reproduire les plantes et les variétés de fleurs de façon la plus exacte qui soit. Aussi, nous sommes en mesure d'en reconnaître plusieurs. On reconnaît des bleuets, par exemple, sur la robe de Flore, ou un magnifique iris d'Allemagne rendu à la perfection. Mais Sandro Botticelli a également commis quelques erreurs quant à la période de floraison de certaines espèces. Le tussilage, par exemple, fleurit à la fin de l'hiver et non au printemps. Mais le but de l'artiste était sans doute davantage d'en appeler à nos sens. Aussi a-t-il représenté en contrepoint du tapis de fleurs des orangers portant à la fois des fruits et des fleurs. Ces oranges ont encore 2 significations moins évidentes. Tout d'abord, elles sont un symbole de fertilité, ce qui convient bien au contexte de mariage que nous avons déjà évoqué pour cette œuvre. Par ailleurs, les oranges rappellent les orbes dorés du blason de la famille des Médicis. Si cette interprétation paraît un peu moins évidente, elle est néanmoins soutenue par différents éléments dans le tableau, notamment les flammes stylisées présentes sur le vêtement du dieu Mercure, qui évoquent directement le saint Laurent. Si l'on prête attention à l'extrême droite du tableau, on observe au-dessus de la figure de Zéphyr des feuilles de laurier. Or, il pourrait s'agir d'un clin d'œil à Laurent de Médicis ou à son cousin, pour qui le tableau a vraisemblablement été conçu. Mais au-delà de la riche famille des Médicis et de la thématique évidente du printemps, c'est la thématique de l'amour et du mariage qui, me semble-t-il, est au centre de ce tableau, bien qu'il conserve beaucoup de mystères. À nouveau, la végétation stylisée contribue pleinement à cela. Revenons un instant sur le personnage de Flore. Elle est recouverte de fleurs, aussi bien sur sa tête, au niveau de son col, et partout sur sa robe. Et outre les séduisantes roses qu'elle répand au sol, elle est ornée d'œillets et de pervenches, des fleurs qui symbolisent le mariage.
On peut également remarquer la présence de fraises, un fruit symboliquement associé à la séduction puisqu'il s'agit d'un fruit qui ne comporte pas de noyau. Enfin, si l'on reprend tous les personnages dans leur dynamique, on peut avoir une lecture organisée autour de la figure de Vénus, en commençant par la droite. L'amour entre Zéphyr et Chloris est purement charnel, physique. Le rapt de Chloris la transforme en une femme plus épanouie et plus féconde, puisqu'elle est en train de répandre des fleurs. De l'autre côté, l'amour devient plus spirituel et en quelque sorte moins incarné. L'aboutissement, bien sûr, de cette harmonie amoureuse est incarné par la figure de Vénus, qui à nouveau symbolise un parfait équilibre entre érotisme et spiritualité, entre Vénus et la Vierge Marie. Le printemps de Botticelli peut ainsi être interprété comme une lecture sur le mariage, exposant les appréhensions possibles, mais aussi toutes les récompenses apportées par le mariage. L'union est présentée comme étant bien sûr fructueuse, mais au-delà de cela, le mariage semble rapprocher l'individu de la spiritualité et de Dieu, conformément aux théories du néoplatonisme, selon lesquelles l'homme pouvait se rapprocher de Dieu non seulement à travers la connaissance, mais également à travers l'amour. Si le printemps de Botticelli jouit aujourd'hui d'une notoriété incomparable, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, Sandro Botticelli est tombé dans l'oubli dans la dernière décennie du Quattrocento et la première décennie du Cinquecento ou du XVIe siècle, et la maison de ville qui accueillait autrefois le printemps de Botticelli fut détruite. Le tableau est bien sûr resté dans la famille Médicis, mais n'a été vu que par une poignée de personnes pendant environ 4 siècles. En 1743, à la mort du dernier des Médicis, le tableau est transféré au musée des Offices. Mais il reste dans une réserve pendant environ un siècle encore. Ce n'est qu'en 1856 que le tableau est enfin exposé, et là, il suscite enfin l'engouement qu'il mérite. De jeunes peintres appartenant à la confrérie anglaise des préraphaélites remettent Botticelli à l'honneur et relancent en quelque sorte sa célébrité. Ces jeunes peintres trouvent chez Botticelli un style qui est plus décoratif, plus linéaire, plus élégant, plus graphique. Quelque chose qu'ils recherchaient dans l'époque d'avant Raphaël, d'où le nom de la confrérie préraphaélite. Mais l'influence de Sandro Botticelli ne s'est en aucun cas limitée au XIXe siècle, si l'on observe des portraits féminins réalisés par Amadeo Modigliani. On est étonné de voir à quel point les visages portent quelque chose du graphisme élégant de Sandro Botticelli. On a l'impression que Amadeo Modigliani a repris de Botticelli le canon allongé des visages, mais aussi la douce pente de la ligne des épaules. Le printemps de Sandro Botticelli est donc une œuvre pleine de surprises. Elle regorge de possibilités d'interprétation à travers ses personnages, tous plus fascinants les uns que les autres. J'espère que cette présentation vous aura fourni quelques clés de lecture supplémentaires au-delà de la célébrité de cette œuvre. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne.